Bonjour à tous, bonjour Nadine Morano. Bonjour. Députée européenne, vice-présidente de la commission d'investiture des Républicains. Vous êtes en train, en tout cas c'est l'impression qu'on en a, de faire votre grand retour au sein des Républicains. Vous quittez le banc de touche pour revenir sur le terrain? Non, parce que j'ai toujours été là. J'étais membre du comité stratégique de campagne. J'ai fait énormément de réunions pour investir nos candidats aux élections législatives. Moins de présence médiatique, mais c'est une volonté de ma part aussi. Il y a un moment où on a besoin de prendre du recul de cette machinerie qui est quelquefois infernale. Alors depuis quelques semaines, vous vous faites remarquer pour vos attaques en règle contre les constructifs. Vous avez récemment eu un échange assez musclé avec Thierry Solère, constructif en chef. Vous l'avez traité de traite, il a répondu quelle référence. Votre réponse, quand tu auras mon parcours, on pourra peut-être parler de référence. En plus d'être un traître, tu es un sale type. Qu'entendez-vous par sale type ? Parce que je pense qu'il a un comportement qui n'est pas très digne. D'ailleurs, j'observe que, vous me dites, j'ai eu des propos à l'égard de ces personnes qui, en fait, je vous le disais, j'étais membre du comité stratégique de campagne, sont venus, tel un peu des Matahari, quoi, dans nos réunions stratégiques pendant les réunions législatives, et qui, par ailleurs, négociaient déjà avec Emmanuel Macron pour un rapprochement. Donc, je trouve ça un peu dégueulasse, à dire vrai. J'aime pas ça, moi, les trahisons. Et la réalité, c'est qu'il n'en est pas son premier coup d'essai. Au sein de l'Île-de-France, où il était président du groupe, il a essayé d'ailleurs de monter un groupe des constructifs. Il a été bien remercié, on lui a demandé de démissionner. Donc quand vous regardez les propos que tiennent au sein de l'Île-de-France le président du groupe Modem ou de l'UDI ou des autres, voilà, c'est quelqu'un qui est assez opportuniste, qui a un comportement que je n'apprécie pas. Donc je pense que c'est réciproque. Et Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, évidemment, Édouard Philippe, vous diriez aussi que ce sont des traîtres et des sales types ? Écoutez, Bruno Le Maire a fait un choix. Il a quitté la campagne de François Fillon, ce que j'ai compris, parce que moi j'avais demandé à François Fillon de se retirer. Il a été très clair dans son choix, puisqu'il est allé jusqu'au bout de sa décision. Il a intégré La République En Marche. Et voilà, moi je trouve que c'est une démarche beaucoup plus cohérente. Non, les autres ont essayé d'avoir un pied à l'intérieur de la majorité, un pied dans l'opposition, pour le cas où le vent tournerait mal. Non, à un moment, il faut de la clarté vis-à-vis des électeurs et une sincérité aussi. Justement, est-ce qui leur fait grandement défaut. Et vous trouvez plus normal qu'on exclue des personnes qui sont prêtes à travailler avec Emmanuel Macron que des personnes qui sont prêtes à travailler avec Marion Maréchal Le Pen ? Non, mais je pense vous parlez de Sens Commun, par exemple. Oui, mais les membres de Sens Commun, d'ailleurs, on donne un rôle à Sens Commun qui me semble tellement énorme par rapport à la réalité de ce qu'ils sont. Enfin, j'ai du respect pour eux, mais et pourquoi on a été très clair. Vous savez pas dans la mesure où ils veulent plutôt tendre la main à Marion Maréchal Le Pen. Non, parce que ils sont revenus sur leurs propos. On leur a demandé de préciser leurs propos par écrit. D'ailleurs, j'observe que le président a démissionné. Donc maintenant, là aussi, il y a une forme de clarté. Je trouve que c'est bien. Mais nous avons toujours été clairs. Nous ne voulons pas d'alliance avec le Front National. Donc vous ne vous sentez pas plus proche de Sens Commun que d'En Marche ? D'En Marche, pas du tout. Non, mais pas du tout. Non, mais moi, j'ai mes idées politiques que je défends au titre de la pluralité dans ma famille politique. Mais vous diriez ni l'un ni l'autre entre Sens Commun et En Marche ? Non, mais En Marche est un nouveau parti politique qui, pour moi, est un parti de gauche, voire un objet politique pas très bien identifié, qui a su bénéficier de circonstances avec l'élection présidentielle et les grandes difficultés qu'a connues François Fillon. Et Sens Commun, Mais Sens Commun, moi, je suis membre des Républicains. Je suis pas membre de Sens Commun. Donc voilà. Donc moi j'ai des divergences de vues sur certains points. Moi je suis catholique mais ouverte sur mes idées de société. Quand Alain Juppé explique qu'il préférerait se rapprocher d'Emmanuel Macron ou quand Nicolas Sarkozy met en garde contre le risque de ne pas être assez rassembleur, est-ce que vous continuez à penser que Laurent Wauquiez est la solution dont la droite avait besoin ? Mais je pense que c'est celui qui dispose de la plus grande expérience, d'une ligne politique qui, on le verra... C'est par défaut Non, mais on le verra le 10 décembre et le 17 décembre. Nous avons une élection interne et nous verrons bien si Laurent, sur la ligne qu'il défend et la personnalité qui est la sienne,
l'emporte au sein de cet électorat. Je crois que les sorties d'Alain Juppé, c'est surtout dans cette période électorale un petit tacle au candidat favori, puisque son candidat Maël de Calan semblait être totalement dans les choux. Donc nous sommes le combien aujourd'hui C'est le 17. On est à un mois. Aujourd'hui, je n'ai pas la date exacte en tête, mais on est à un mois d'élection. Mais juste pour vous rappeler que on est le 15. Nous sommes le 15. Alors donc demain. Le 16 novembre, ça fera 1 an que Alain Juppé avait dit médiatiquement que Macron était un traître aux idées ringardes. Je vous invite à ressortir les images. C'est assez intéressant, ce changement de pied. Fut un temps, il était droit dans ses bottes. Maintenant, il était candidat. Il fait un peu, il est un peu à cloche-pied. On ne sait plus s'il est sur la gauche ou sur la droite. Voilà. Bon. Ça n'a pas grand intérêt, à dire vrai. Emmanuel Macron qui sort Jean-Louis Borloo de sa retraite politique, il va l'aider pour son plan en faveur des quartiers en difficulté. En 2009 et 2010, vous étiez ensemble avec Borloo dans le gouvernement Fillon. J'aime beaucoup. Est-ce que vous pensez que c'est un atout pour Emmanuel Macron? Oui, je pense que Jean-Louis Borloo est un atout sur plusieurs sujets. Moi, je soutiens et j'aimerais qu'il ait vraiment, j'irai en Afrique d'ailleurs, sur le sommet pan-européen, un sommet panafricain européen, ensemble, et à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au mois de novembre, fin novembre, là. Et Jean-Louis Borloo défendait un plan d'électrification de l'Afrique, que je soutiens parce que c'est vraiment ce qui permettra à l'Afrique aussi une grande part de son développement. Et là, qu'il puisse apporter son expérience au profit des quartiers. Moi, je pense que l'expérience de Jean-Louis Borloo est toujours enrichissante. On a mis ensemble en place le plan de rénovation urbaine avec la création de l'agence de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Nous y avions mis de mémoire 46 milliards d'euros. Donc on a vu des quartiers entiers se transformer grâce à la volonté politique de Jean-Louis Borloo qu'il est venu apporter dans notre Donc lui travailler avec Emmanuel Macron vous dérange moins? Non, mais lui, il n'est plus élu. Je veux dire, vous voyez, il s'est retiré de la vie politique, de ce qu'il a dit, électorale, et il intervient un peu en conseil au regard de son expérience. Moi, je trouve que c'est bien. Après le plan qui a été proposé par Emmanuel Macron, vous voyez, le maire communiste de Stein disait que c'était un coup de séduction. Et j'ai regardé ce qu'il propose, c'est-à-dire rien de nouveau sous le soleil, parce que la réalité, c'est que vous avez un gros problème dans certains quartiers. D'ailleurs, il n'a pas nié que c'était des nids à radicalisation. Tant qu'on ne traitera pas le problème de l'immigration dans ce pays, on s'en sortira pas. Parce que les problèmes de l'immigration illégale, vous avez beaucoup dans certains quartiers qui sont concentrés dans des ghettos. Moi, je veux qu'on mette en place une politique d'expulsion et que tous ceux qui n'ont pas vocation à rester sur ce territoire repartent chez eux. Donc, pour l'instant, tout est déséquilibré chez Emmanuel Macron. Et ça, je crois que... Vous savez, j'avais été rapporteur pour avis sur le budget de l'éducation nationale quand j'étais députée. Et le recteur de Bobigny, à l'époque, me disait, mais si vous saviez le mal que j'ai intégré tous ces centaines d'enfants qui arrivent dans les écoles, dans le secteur de Bobigny, et qui ne parlent pas français. C'est un vrai problème, on n'en parle pas de ça. Devant la polémique aussi qui oppose Edoui Plenel et Rhys, le directeur de publication de Charlie Hebdo, est-ce que vous êtes Charlie? Non, je ne suis pas Charlie parce que je n'aime pas Charlie Hebdo. Mais je ne tolère pas les propos qui ont été tenus par Edoui Plenel. Après, on aime ou on n'aime pas Charlie Hebdo, mais c'est la liberté d'expression. J'ai été pour ma part victime régulièrement des caricatures de Charlie Hebdo, et je préfère les caricatures que je ne supporte pas et que je trouve méchantes et déplacées plutôt que ce que dit Edoui Plenel quand il dit que Charlie Hebdo mène une lutte contre les musulmans. C'est du grand n'importe quoi. C'est pas connaître ce qu'écrit Charlie Hebdo, parce que il s'est attaqué à l'Église catholique comme jamais, à Sœur Emmanuel, au pape. Enfin, ils se sont attaqués, à toutes les religions en fait. Il y a 2 jours, la France rendait hommage aux victimes des attentats de Paris du 13 novembre 2015. Pour vous, est-ce que les terroristes méritent toujours, comme vous le déclariez l'an dernier, de passer au poteau d'exécution? Moi, les traîtres envers la patrie... alors évidemment, quand j'ai dit cette phrase,
Pour moi, c'est des gens qui, de toute manière, il n'y a pas la peine de mort en France. Mais est-ce que dans ce contexte d'attentat, est-ce que vous seriez pour le rétablissement de la peine de mort? Oui, mais nous sommes contraints par des réglementations européennes. Ça lancerait un débat. Moi, je pense qu'il faut des mesures très fermes. D'abord, je vous parlais des reconduites. Vous ne seriez pas contre, mais c'est impossible, ce que vous me dites. Non, mais voilà, je pense que ces gens qui sont des assassins ne méritent plus d'avoir une existence dans la société. Il faudrait les enfermer à vie. Ça coûte de l'argent, hein, je trouve ça aussi. Il faut en parler. Et moi, j'aimerais qu'on mette en place avec certains pays des conventions pour que ceux qui ont fait ces actes et qu'on devrait déchoir de la nationalité française puissent être rapatriés dans un autre pays, enfermés dans un autre pays dont ils sont l'autre nationalité, en payant notre participation. Parce que les emprisonner ailleurs, c'est souvent moins cher. Et franchement, on n'a pas à avoir de considération ni de pitié pour ces gens-là. Mais je vous fais observer qu'il ne serait pas arrivé l'attentat de Nice, ni l'attentat de Marseille sur ces deux jeunes filles qui ont perdu la vie, si l'État faisait son job, c'est-à-dire de renvoyer chez eux, d'expulser des délinquants qui sont en situation illégale. Vous avez déclaré vouloir inscrire les racines chrétiennes de la France dans la Constitution. Ça fait longtemps que je le dis. Pourquoi? Justement parce que vous craignez que l'islam prenne le pouvoir en France? Non, mais parce que ça fait 84 ans, je vais vous dire. La loi sur la laïcité a été adoptée en 1905. Les problèmes ont commencé en France en 1989. C'est-à-dire que pendant 84 ans, nous avons réussi à vivre en harmonie avec cette loi de la séparation de l'Église et de l'État sans que personne ne dise rien. Pourquoi je dis 1989? Parce que c'est là qu'ont commencé les premières provocations avec le port du voile à l'école. Et depuis, on n'arrête pas de se servir de cette loi sur la laïcité pour atteindre ce qu'est la France, c'est-à-dire notre histoire et nos racines chrétiennes. Mais là, je parle d'un point de vue culturel et non même pas culturel. Mais la majorité des Français sont athées et ne voudraient pas que les racines chrétiennes soient inscrites dans la Constitution. Oui, alors ça, vous n'en savez rien, parce que quand j'ai lancé cette pétition pour lancé le 1er novembre, il y a combien de signatures? Plus de 50 000 aujourd'hui. 50 000. Plus de 50 000 signatures. Et l'inscription des racines chrétiennes de la France à l'article 1, puisque la France a des racines chrétiennes, la République est laïque. Donc le fonctionnement de la République est laïque, mais personne ne peut nier que d'un point de vue culturel, et je ne parle même pas cultuel, mais culturel, la France a des racines chrétiennes, et j'en ai assez qu'on mette à mal notre culture comme ça, depuis 1989, avec des revendications permanentes. Ces racines chrétiennes dans la Constitution, vous en avez parlé avec Laurent Wauquiez, que vous soutenez? J'en ai parlé avec. Ce sera au programme. D'ailleurs, je constate qu'Éric Ciotti l'a aussi proposé. Il a même déposé une proposition de loi sur cette question. Donc je pense que c'est. Laurent Wauquiez, je ne sais pas s'il serait pour l'inscription des racines chrétiennes de la France dans la Constitution, il le dira lui-même, mais je sais qu'il est attaché vraiment, et c'est ce qui nous rapproche beaucoup, de la défense de nos valeurs et de notre culture. Stéphane Bern, chargé d'une mission pour le patrimoine, propose que l'entrée dans les cathédrales soit payante. L'idée qu'on demande aux touristes de participer à l'entretien de notre patrimoine, est-ce que ça vous séduit ou pas? Non, parce qu'une église et une cathédrale, c'est pas seulement un patrimoine, c'est aussi un lieu de culte. Pour le coup, là, nous sommes dans un lieu de culte. Et pour moi, un lieu de culte doit pouvoir rester accessible à tous, donc gratuit. Alors qu'après, il y ait des initiatives pour solliciter pour l'entretien du patrimoine à la sortie ou à l'entrée des églises, pour que chacun puisse comprendre le coût de l'entretien de ces monuments fabuleux que nous avons en France, pourquoi pas? Mais pas obligatoire en tout cas. Non. À l'approche de Noël, pour la première fois, Barbie porte le voile. Mattel présente sa première poupée voilée créée en l'honneur de l'escrimeuse américaine Ibtihaj Muhammad, qui est devenue en 2016 la première sportive américaine à participer aux JO. Poupée qui sera commercialisée en 2018. Est-ce que ça vous choque? Profondément. Écoutez, pour moi, c'est-à-dire que Mattel participe à la régression du droit des femmes dans le monde, et ça me choque, ça me dérange, voilà, moi j'ai joué à la poupée Barbie, ma fille a joué à la poupée Barbie, et Barbie, c'était une belle poupée qu'on pouvait habiller avec plein de vêtements, mais le fait de la voiler, ça participe à la régression. Oui, parce que pour moi, le voile, c'est le seul symbole religieux de soumission de la femme qui existe. Vous voyez, une kippa, une croix, une main de Fatima, c'est pas de la soumission. Pourtant, c'est des signes religieux. Le voile, c'est pour dissimuler les cheveux de la femme, pour qu'elle ne puisse pas séduire. Donc, franchement, honnêtement, quand vous regardez le monde musulman, dans les années 70, Le Point avait fait un dossier extraordinaire là-dessus.
les femmes étaient habillées totalement à l'européenne. Et quand vous regardez les images de ce que sont devenues les femmes dans le monde musulman, et cette régression, ça me choque. Elles ont besoin de notre soutien et je les soutiens. Et dommage que Mattel, mais Mattel et d'autres d'ailleurs, s'inscrivent dans cette régression. Tous les matins, je pose une question récurrente, la question off, mais devant les caméras. C'est off, hein, entre nous. Est-ce que vous vous sentez un peu perdu depuis le départ de Nicolas Sarkozy? Ah ouais, enfin perdu, non, c'est pas le mot perdu, mais moi j'ai eu la chance de gouverner avec Nicolas Sarkozy. Je veux dire, ça a été un grand président. Moi je lui garde toute mon affection. Il a gagné, c'est lui qui a gagné, il nous a emmenés à la victoire. C'est devenu une référence. Quand vous regardez le monde toutes les personnes qui veulent aller voir Nicolas Sarkozy rue de Miromesnil, c'est eux qui sont demandeurs. Et c'est triste la politique sans lui? Je dirais pas que c'est triste, c'est qu'il avait un enthousiasme. Il l'a toujours d'ailleurs, hein, je l'ai vu il y a pas longtemps, le 10 novembre j'ai vu, donc vous voyez c'est très récent. Il a cet enthousiasme, cette vision. Donc il vous manque un peu. Ah mais je l'aime beaucoup. Merci beaucoup Nadine Morano. Merci.